d'art, de design, entre autres choses, en B2C, mais aussi surtout en B2B et B2B2C. Nous travaillons avec des écoles, mais aussi des organisateurs de congrès pour mettre en avant, en tout cas du point de vue d'une Chinoise et d'un Belge qui vivent à Paris, la culture française et le savoir-faire d'excellence. Et nous avons rejoint donc les chapter leaders de Paris très récemment pour s'amuser avec des gens motivés et créer plus de connexions dans notre industrie. Tu dois rajouter quelque chose? Super. Merci beaucoup, Frédéric et Niki. Barbara? Oui, désolée. Bonjour à tous. Alors moi, je suis plutôt nouvelle dans l'équipe aussi en tant que chapter leader. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le tourisme, dans différentes entreprises. Et maintenant, ça fait à peu près 4 ans que je travaille chez Evaneos. On se retrouve à être quelques-uns là, du coup, un peu par le hasard des choses. Mais du coup, voilà, moi, je suis en charge du marketing B2B chez Evaneos. Donc, vraiment, tout ce qui concerne le marketing à direction de tous les DMC, des agents locaux avec lesquels on travaille dans le monde. Merci, Barbara. Je vois que Raphaël nous a rejoint, donc je l'avais sauté, mais on peut revenir sur Raphaël une seconde. Alors, je vous joins en pleine présentation, hein, c'est bien ça? Oui, tu peux dire 2 mots pour te présenter. D'accord, d'accord. Historiquement, dans le domaine du voyage, donc j'ai longtemps bossé chez Expedia, avant de monter en fait ma propre boîte de visite guidée thématique haut de gamme. Et là, dernièrement, en fait, je m'occupais d'un programme de développement de compétences digitales de Facebook qui s'adressait en fait aux 18-30 ans. Donc en fait, Facebook a un département qui s'appelle Affaires publiques et chaque année, en fait, ils prennent des causes à cœur. Donc là, récemment, c'était l'entrepreneuriat au féminin et le développement des compétences digitales des jeunes, donc sur 6 marchés européens. Et je m'occupais en fait du programme sur le marché français. Très bien. Et Eleanor? Salut à tous, bonjour. Je suis Eleanor, je bosse aussi chez Evaneos. Et comme vous écoutez, je suis anglaise, mon accent reste avec moi toujours. Maintenant, je bosse sur l'équipe brand et contenu. Je m'occupe du brand et contenu chez Evaneos pour le marché US. En avance, j'ai travaillé presque 10 ans plutôt en éditorial. J'ai écrit juste il y a 6 mois un livre, un guide de voyage de Paris. Et prévieusement, j'étais chez Rough Guides, Time Out, un peu freelance, les entreprises comme ça, comme écrivain. Et donc, je suis nouveau je parle un peu franglais, also new to the Travel Massive team. So I look forward to meeting more of you in person soon as well. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour la session d'aujourd'hui, on va discuter un peu avec Laurent et Florent qui vont nous parler de ce qu'ils voient aujourd'hui par rapport à la reprise du tourisme. Et puis, on verra si on a un peu de temps de faire un peu de networking rapide. On va prendre quelques personnes au hasard pour rencontrer les nouveaux membres et découvrir ce qu'ils font. C'est toujours la partie la plus intéressante de Travel Massive, personnellement, de rencontrer les gens et découvrir les merveilleuses idées et les merveilleux sujets sur lesquels vous travaillez tous. Donc, sans perdre plus de temps, je vais donner la bienvenue à Laurent, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, le directeur du Welcome City Lab, qui est l'incubateur des startups dans le secteur du tourisme, entre autres parce qu'il fait plein de choses, et il a fait plein de choses dans le passé. Et donc, il pourra nous parler un peu de l'actualité, de ce qui se passe à Paris et de ce qu'il a réussi aussi à mettre en place pour les startups. Alors, je vais essayer de couper la présentation juste pour le temps de cette discussion. Comme ça, vous pourrez le voir en grand écran. Donc, je vais arrêter. Voilà. Normalement, on pourra voir Laurent en grand. Mais en revanche, on ne t'entend pas, Laurent. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. C'est bon, ok. Merci beaucoup, Daniele. Bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous
ce soir, j'ai déjà participé à plusieurs ateliers, réunions, conférences de Travel Massive. Tout d'abord, toutes mes félicitations parce que vous êtes un des groupes les plus actifs en matière de tourisme, d'innovation. Et puis, vous êtes surtout un réseau international. Donc, c'est toujours très enrichissant d'avoir des personnes de tous horizons, de toutes cultures qui échangent sur nos métiers. Alors, aujourd'hui, donc, on m'a demandé des éléments de prospective, d'espoir, de dynamique sur la reprise progressive de notre industrie touristique. Je vais le faire à deux titres. Je vais le faire tout d'abord au titre de mes fonctions au Welcome City Lab, et donc pour vous parler de l'incubateur et des startups ici. Et je le ferai également au titre de mes fonctions de président de la commission numérique et innovation du comité de filière tourisme, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui découlent également de cette commission et qui peuvent vous intéresser. Alors, le constat aujourd'hui, alors, ce que je voulais dire en préambule, c'est que dans cette période extrêmement difficile que nous traversons depuis 3 mois, ce qu'il faut se garder de faire, c'est d'être extrémiste à la fois dans le négatif, mais aussi dans le positif. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons passé des moments extrêmement difficiles de glaciation tout d'un coup de notre industrie par le confinement, un effet mondial totalement inattendu et c'était du jamais vu. Et donc, il y a une sorte de glaciation de l'ensemble de nos activités. Néanmoins, il y a des gens tout à fait agiles, innovants, qui ont essayé de se reconvertir ou d'imaginer de nouvelles solutions dans ce contexte. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus sous-estimer en fait l'impact de cette crise sur nos activités. C'est clair que rien ne sera plus jamais comme avant, même si demain on trouve un vaccin. Et je pense que notamment la place du digital et de l'innovation auront un rôle encore plus important, à condition que les acteurs du monde du voyage et du tourisme l'intègrent bien et qu'ils intègrent bien l'importance de l'innovation pour surmonter cette crise. Alors, nous, ce qu'on voit ici dans l'incubateur, c'est que dans un premier temps, il y a eu beaucoup de personnes impactées parce qu'il faut quand même se rappeler que 2019 a été une très bonne année touristique pour nous tous. Et donc, beaucoup de startups avaient levé des fonds importants, avaient pour beaucoup d'entre elles aussi embauché. Et donc, de façon un peu paradoxale, celles qui ont été les plus touchées sont les startups qui sont plutôt en décollage, en accélération, plutôt que celles qui démarrent, évidemment, qui ont beaucoup moins de charges et qui vraiment avaient des objectifs également de chiffre d'affaires, de rentabilité qui leur étaient donnés par les fonds d'investissement. Donc, celles-ci ont vraiment été probablement celles qui ont été les plus impactées par la crise sanitaire, par le confinement. Certaines d'entre elles vont avoir des périodes très difficiles dans les mois qui viennent parce que bien qu'on sente un frémissement en matière de réservation, de loisirs, de vacances, il y en a tout un tas d'entre elles qui ne voient rien venir parce que quand vous travaillez dans le monde de l'événementiel, eh bien le milieu des congrès, des conventions, des foires, des salons est encore vraiment complètement à l'arrêt et on a du mal à avoir une visibilité. Mais vous avez également celles qui travaillent en B2B et qui travaillent pour des professionnels qui leur demandent tout simplement de patienter parce qu'il faut d'abord qu'ils reconstituent un minimum de trésorerie et de visibilité de leur propre activité de base pour pouvoir s'adresser à des prestataires et des startups pour des solutions innovantes ou des segments de clientèle. Donc, il y a vraiment cette difficulté des startups en décollage, en maturation, d'avoir une visibilité dans les semaines qui viennent. En revanche, il y a des startups qui n'ont pas attendu en fait la fin du confinement pour être agiles. Je pense notamment aux startups qui gèrent la question des flux sur les espaces recevant du public et qui, j'ai été extrêmement agréablement surpris, pas tant que ça en fait, parce que je sais évidemment que les entrepreneurs sont des gens agiles, de voir que certains d'entre eux avaient réorienté leurs produits sur la gestion des files d'attente, la gestion des flux en période sanitaire extrêmement difficile, pour permettre à la fois les mesures barrières, la distanciation sociale,
pour permettre aussi l'anticipation des pics de fréquentation sur des sites touristiques ou culturels importants. Donc, ça a bien démontré le côté agile de certaines startups qu'il faut souligner et qu'il faut saluer. Et Laurent, tu veux donner quelques exemples concrets d'applications ou de solutions qui a été proposées, mises en place? Il y a des choses qui vont sortir dans les jours qui viennent. Donc, je ne voudrais pas déflorer le sujet par rapport aux entrepreneurs. Vous allez voir dès la semaine prochaine des startups assez connues dans l'univers notamment de l'hôtellerie. Donc, je vous donne des signaux dans l'univers de l'événementiel qui vont lancer en fait des produits totalement adaptés aux circonstances actuelles et permettant aux lieux recevant du public de mieux gérer leur flux, de mieux anticiper. D'accord. Donc voilà, il y a ce phénomène et il y a également le phénomène donc, des startups qui démarrent, qui elles démarraient plus leur activité, bon, qui sont moins impactées parce qu'elles avaient moins de charges ou moins de contraintes par rapport à des fonds d'investissement et qui tout simplement dans les incubateurs ont reporté leur arrivée. Ce qui fait que nous, la nouvelle promotion qu'on devait annoncer au mois d'avril, on l'annoncera que finalement que le 30 juin. Le 30 juin, on communiquera sur la nouvelle promotion des startups du Welcome City Lab. Vous verrez, il y a beaucoup de nouvelles pépites. Il y a également pas mal de pépites à l'international. Et ça, c'est quelque chose qui va bien dans notre stratégie aussi d'internationaliser encore plus nos services et nos actions. Et quand tu dis des pépites à l'international, concrètement, ça concerne des sociétés basées à l'étranger qui viennent être incubées chez toi? Oui, tout à fait, parce que de plus en plus, Paris est vécu comme la porte d'entrée de l'Europe, de l'Union européenne, alors qu'avant, c'était plutôt Londres. Et donc, on voit très clairement un phénomène de réorientation du business vers Paris, notamment de sociétés américaines ou asiatiques qui voient davantage Paris comme la nouvelle porte d'entrée du marché de l'Union européenne. Très bien, très bien. Donc voilà pour ces éléments pour l'incubateur. Alors, ce qui est également une de nos forces ici au Welcome City Lab, c'est qu'on fait partie, vous savez, d'un groupement d'incubateurs qui s'appelle Paris & Co, qui gère une douzaine d'incubateurs dans d'autres secteurs d'activité économique, dans l'univers de la logistique, des industries créatives et culturelles, du e-sport, des jeux vidéo, également de ressources humaines, de la santé, de la gastronomie, de tout ce qui tourne autour de l'alimentaire. Et ça, c'est une force qui nous permet de tenir aujourd'hui l'attrait de notre incubateur par notre capacité à aller sourcer des startups dans des univers complémentaires et à développer des collaborations croisées entre tourisme, santé, tourisme alimentaire, tourisme, industrie créative. Et ça, c'est une force qu'on voit qui se valide avec le temps, qui se confirme. Il faut quand même ne pas oublier que nous sommes dans un environnement qui est extrêmement chahuté. Vous avez dû voir il y a un peu moins d'un mois la fermeture officielle de nos confrères et partenaires de l'incubateur de New York, Voyager HQ, qui donc l'incubateur touristique de New York a fermé ses portes définitivement. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Ça fait suite à la fermeture également l'année précédente des portes du London Travel Tech Incubator, qui a été complètement aussi refondu à l'intérieur d'un groupe qui s'appelle The Trumpery à Londres, mais qui est maintenant, qui n'est plus spécifiquement touristique. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact de cette crise sur la frilosité de certains investisseurs qui peuvent considérer le tourisme comme étant davantage un secteur à risque, réorienter leurs investissements vers d'autres secteurs d'activité économique. Donc ça, il faudra être vigilant à l'avenir parce qu'effectivement, ça peut impacter certains incubateurs qui étaient directement liés à ce type de fonds d'investissement. Oui, d'accord. Sur le deuxième volet, ce que je voulais vous dire donc, sur donc, mes fonctions à la commission donc, numérique et innovation du comité de filière, donc, il faut se rappeler qu'il y a une très bonne initiative qui a été lancée au mois de janvier, qui était donc la constitution de ce comité de filière, qui est un comité de pilotage très participatif de la politique nationale du tourisme, qui a été lancé par Jean-Baptiste Lemoine, qui n'était évidemment absolument pas prévu en prévision de cette crise qui nous est tombée sur le coin du nez en février-mars, mais qui s'est révélé un très efficace outil, une sorte de task force
pour gérer la crise, parce que nous avions constitué au quotidien un cercle qui représente l'ensemble, l'intégralité des métiers du tourisme, de la mobilité, des transports, de la culture, du spectacle vivant. Donc, ça s'est révélé un très bon outil. Et donc, nous avons pu rester connectés très régulièrement, quasiment toutes les semaines, avec l'ensemble des fédérations, le ministre, pour réagir au jour le jour et gérer cette crise. Au sein de ma commission numérique et innovation, nous avons fait 10 propositions qui ressortent en fait des débats que nous avons eus depuis 3 mois au sein de cette commission. Certains d'entre vous d'ailleurs y participent, je les remercie. Et parmi les mesures les plus emblématiques qui ont été annoncées au comité interministériel du tourisme du 14 mai, il y a donc tout d'abord la proposition de créer un data hub, donc une sorte de phase 2 du data tourisme qui sera beaucoup plus puissant que data tourisme aujourd'hui, qui est une plateforme de données numériques du tourisme, mais qui sera beaucoup plus interactif avec une façon de coder, de normaliser la donnée touristique, donc qui sera exploitable davantage par les startups et les opérateurs du tourisme, qui sera élargi au secteur de l'événementiel, de la culture, de la mobilité, donc quelque chose de très ambitieux, un outil en quelque sorte B2B de back-office qui permettra à l'ensemble des opérateurs que vous êtes d'avoir davantage et de façon beaucoup plus connectée et immédiate accès à une donnée touristique pour ensuite l'exploiter en termes de commercialisation ou pour faire de l'observation touristique de la façon dont les touristes français consomment l'offre touristique française. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être bâti dans les mois qui viennent. On a simplement défini pour l'instant une sorte de cahier des charges et nous allons travailler sur ce sujet avec l'ensemble des acteurs concernés, en particulier la Caisse des dépôts. D'accord. Donc, tu dis quelques mois, donc c'est un projet qui pourrait voir le jour pour 2021, Oui, pour la saison 2021. Exactement. D'accord. Et est-ce que du coup, il y aura un accès un peu pour tous les acteurs pour mettre à jour leurs données, pour fournir des données sur la plateforme? Alors, il faudra qu'il y ait un accès et une participation de l'ensemble des acteurs parce que l'idée, c'est que ça doit être quelque chose de très participatif, y compris pour nourrir la plateforme comme pour l'exploiter. Donc, ça va être un peu du donnant-donnant. Donc, on va voir si ça fonctionne. C'est assez ambitieux. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait non seulement un seul lieu pour trouver la data, mais aussi une seule façon de la décrire. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que selon les territoires, selon les entreprises, nous décrivons un objet touristique de façon totalement différente. Ça nécessite des développements extrêmement coûteux et longs pour pouvoir les exploiter. Le deuxième sujet qui est porté par nos confrères de l'Institut français du tourisme, c'est la création prochaine, alors là beaucoup plus proche dans le temps, d'une plateforme numérique de promotion des métiers du tourisme pour permettre notamment aux gens qui changent de métier dans le monde du tourisme, des loisirs, du spectacle, pour les saisonniers, de trouver davantage en fait un emploi en permettant le rapprochement entre l'offre et la demande de façon beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est quelque chose qui est presque prêt et qui sera lancé normalement à la fin du mois de juin. D'accord. Et derrière cette initiative, il y a une start-up ou ça reste une initiative Alors, de l'État, de l'Institut français du tourisme, des OPCO, les organismes qui gèrent, vous savez, les crédits de formation, donc des organismes paritaires, et puis Pôle emploi également. D'accord, ok. Le troisième sujet que nous avons proposé, c'est le lancement, alors il y aura lieu très bientôt la semaine prochaine, d'un appel à candidature de solutions touristiques innovantes pour cette période de déconfinement. Donc, les deux principaux opérateurs qui lancent cette initiative sont Atout France et le Welcome City Lab, mais nous avons autour de nous de nombreux autres partenaires, vous verrez, nous en ferons la publicité, qui vont apporter soit une cagnotte, donc il y aura une cagnotte, donc il y aura un prix à gagner pour les lauréats qui répondront à cet appel à candidature, mais il y aura également des terrains d'expérimentation et des soutiens logistiques pour que les startups, les entreprises, les entrepreneurs qui nous proposent des idées innovantes pour permettre à l'industrie du tourisme de surmonter cette crise, eh bien, soient récompensés et puissent avoir soit une récompense financière, soit une récompense logistique, méthodologique pour pouvoir donc déployer leurs solutions.
Cet appel à candidature sera ouvert en particulier aux solutions tout de suite opérationnelles. Il ne s'agit pas simplement de dire j'ai une idée, il faudrait que je la développe. Il sera pour des gens qui ont des solutions qui ont été prouvées dans un certain domaine et qui voudraient les élargir, les généraliser à d'autres types de lieux, d'autres types de secteurs et qui veulent en fait un changement d'échelle. D'accord, très bien. Voilà la philosophie de cet appel à candidature. Donc ça, c'est les 3 principaux projets qui ont été retenus par le comité interministériel du tourisme du 14 mai. Et puis à côté de ça, il y a 7 autres thématiques que je ne peux pas détailler ici, on n'a pas le temps, mais vous le verrez bientôt, sur lesquelles ma commission va travailler d'ici le mois d'octobre et qui visent vraiment, notre objectif, c'est vraiment de faire de l'outil digital un outil davantage performant au service de l'attractivité touristique de la France et de la compétitivité des entreprises. Donc, vous verrez, c'est dans tout un tas de domaines, dans le domaine des startups, dans le domaine des outils, dans le domaine de la billetterie, dans le domaine de la monétique, et ça répond bien au cahier des charges qu'on nous a donné. Et enfin, dernier point, j'en aurais terminé, lorsque le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé donc ce plan de relance du tourisme le 14 mai, à l'issue du comité interministériel du tourisme, il a annoncé donc le lancement de ce plan avec un site web unique qui vous permet de faire vos demandes et de voir si vous pouvez être concerné par l'ensemble des mesures prévues par le gouvernement. Donc, ce site web, c'est www.plan-tourisme.fr et je me suis beaucoup battu pour qu'il puisse y avoir une rubrique acteurs de la nouvelle économie du tourisme, parce que dans un premier temps, seuls les cafés, hôtels, restaurants, agences de voyage, tour opérateurs avec des codes NAF, APE étaient prévus et il a fallu convaincre que le monde du tourisme, c'était une grande famille composée effectivement de commerces qui sont en première ligne, mais également il y a des gens de la deuxième ligne, comme dans un contexte de guerre, qu'il est important de prendre en compte. Et donc, cette rubrique a été ajoutée au site web de façon à ce que vous puissiez, à condition que vous témoigniez, vous garantissiez que l'essentiel de votre activité touristique, de votre activité économique est lié au tourisme. Oui. Et à condition également que cette notion de start-up soit validée par un organisme extérieur, c'est-à-dire que vous ayez été dans des incubateurs, des accélérateurs, que vous ayez été reconnu comme start-up par BPI France, la French Tech, bref, par des organismes compétents dans l'univers de l'innovation, eh bien, vous pourrez être inclus dans les mesures d'accompagnement prévues par le gouvernement dans le cadre de ce plan de relance du tourisme. D'accord. D'accord. En tout cas, moi, je parle évidemment à titre personnel, mais je pense que beaucoup d'entre nous ici partagent le sentiment un vrai sentiment de remerciement par rapport à l'accompagnement qui a été mis en place par l'État et par toutes les institutions, parce que la crise, évidemment, chez nous a été très dure et on sait que dans d'autres pays, malheureusement, on n'avait pas les mêmes structures, on n'avait pas les mêmes services et on voit qu'il y a des boîtes qui ont souffert avec des plans de licenciement assez immédiats. Et donc, voilà, je sais que tu as joué un rôle dans tout ça, donc moi, je te remercie. C'est vrai qu'on n'est pas sorti d'affaires, mais au moins, tout ce qui pouvait être fait, je pense que c'est déjà très, très utile. J'avais une question par rapport à tout à l'heure, tu as commencé par dire que, à ton avis, rien ne sera plus comme avant, même quand on trouvera un vaccin. Et quels vont être, à ton avis, les 2-3 principaux changements dans l'après-crise auxquels il faut se préparer? Alors d'abord, je pense que si on peut regrouper l'ensemble des idées, je dirais c'est dans l'anticipation des crises. Le secteur du tourisme a été confronté ces dernières années par une accumulation de crises de tous ordres, attentats, gilets jaunes, manifestations, grèves de services publics et cette fois-ci donc une crise sanitaire d'ampleur absolument mondiale. Et je pense que l'accumulation de ces crises nous amène à intégrer davantage dans nos stratégies, nos business plans, dans notre façon de travailler, le fait qu'on puisse à nouveau être confronté à d'autres crises, d'autres natures. Et donc, je pense que l'essentiel de la modification vient dans les méthodes de travail,
dans la place du digital, dans la façon de collaborer, de trouver une meilleure complémentarité entre le digital et la présence physique, que ce soit pour les collaborateurs dans une entreprise, mais aussi pour l'organisation d'événements. Tout ça va en plus dans le sens du développement durable. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, demain, des grands événements internationaux auront inévitablement une partie digitale beaucoup plus importante, c'est-à-dire avec des gens qui se déplacent moins, qui communiquent et qui interagissent beaucoup plus grâce à des outils digitaux beaucoup plus performants, et qu'on ne fera pas forcément venir de toute la planète des milliers de gens pour le même événement. Donc ça, je pense qu'il y a un élément important. Au-delà du tourisme, moi, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, parce qu'évidemment, il n'y a pas que du positif. Ce qui m'inquiète beaucoup dans la période actuelle, c'est l'idée que l'autre, l'être humain, l'autre devant nous, puisse être un objet de danger, un objet de peur. C'est cette expression terrible, quelque part, de la distanciation sociale. Or, il faut quand même rappeler que nous tous, nous travaillons dans une industrie qui s'appelle les industries des rencontres, que ce soit des industries de rencontres de loisirs ou des rencontres professionnelles. Et donc, au départ, la notion de distanciation sociale va à l'encontre, finalement, de notre vocation, notre passion, nos métiers. Et il faut prendre garde à ce que, il n'y ait pas une partie de la population, comme malheureusement je le vois aujourd'hui, qui en fait se réfugie dans une sorte de bulle personnelle en disant finalement, je suis très bien chez moi. Alors on peut très bien faire des choses très bien chez soi et de façon peut-être plus efficace parfois, mais il faut se prendre garde à ce qu'une partie de la population ne décroche pas et ne soit pas en rejet d'une forme de stabilité. D'accord. On a quelques questions qui ont été postées aussi sur le chat. Je vais en prendre quelques-unes. Donc, je reprends dès le début. Un exemple d'utilisation du futur Data Hub de la part de Laurence. Eh bien, par exemple, une destination touristique voudra davantage commercialiser en temps réel des événements qui ont lieu dans un rayon proche autour de visiteurs qui demandent tout le temps qu'est-ce qui se passe autour de moi et quels sont les événements qui correspondent à mes centres d'intérêt personnel. Aujourd'hui, c'est toujours très difficile de répondre à cette question et surtout, ce qui est très difficile, c'est de leur permettre d'acheter un ticket pour aller à un concert, à une expo, à un événement, parce que les choses ne sont pas connectées. Demain, si on a une plateforme de données touristiques événementielles mise à jour, eh bien, on pourra développer davantage la possibilité de vendre et de promouvoir aussi des événements à portée d'une clientèle touristique. D'accord. Merci. Alors ensuite, on a une question concernant les aides pour les petites structures. Il y a deux questions, je pense, qui sont plutôt proches pour les petites structures qui ne font pas forcément partie d'incubateurs ou de réseaux. Alors, effectivement, moi, je me suis beaucoup battu pour les startups parce que c'est ma légitimité, mais effectivement, il y a eu un débat au sein du comité de filière sur les petites structures qui sont très impactées par la crise et dont l'activité est directement liée au tourisme, comme les guides. Et donc, ce qui a été retenu, vous allez le voir normalement la semaine prochaine dans les décrets d'application du plan de tourisme, ce qui devrait être retenu, c'est la notion de TPE, de très petite entreprise, de moins de 10 salariés. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux dont l'activité est directement liée à l'activité touristique, à l'industrie du tourisme. Et donc, ça élargit encore un peu plus, au-delà des startups, la définition de ceux qui pourront bénéficier du plan de relance. D'accord, ok, c'est une bonne nouvelle déjà qu'ils soient reconnus en tant qu'acteurs et puis effectivement qu'on puisse trouver des aides qui sont adaptées. Alors, il faudra quand même que vous justifiez que votre activité est directement liée au tourisme. Et donc ça, je crois savoir qu'il faudra avoir une attestation sur l'honneur de la personne qui vous suit, donc soit le commissaire en compte, soit la personne qui s'occupe de vos comptes, de façon à ce que l'autorité publique ait bien l'attestation de quelqu'un assermenté sur le fait que votre activité est liée à l'industrie du tourisme. D'accord, très bien. On prend une dernière question, après on va donner la parole à Florent. Tu parlais de la frilosité des investisseurs à laquelle il faut s'attendre dans le tourisme. Qu'est-ce qui, d'après toi, permettra de rassurer les investisseurs à l'avenir?
D'abord, notre capacité collective à innover, à être résilient, à pivoter parfois quand c'est nécessaire. Notre capacité aussi à ramener la confiance des clientèles. Et également une action, je pense, à l'échelle européenne, la réouverture des frontières, en tout cas à l'intérieur de l'Europe, évidemment à l'extérieur aussi, mais d'abord et avant tout à l'intérieur de la zone Schengen pour permettre tout simplement aux flux touristiques de reprendre leur cours naturel. Et puis, pourquoi pas, à certaines initiatives comme celle du plan de relance ou du comité de filière qui donnent des signaux aux investisseurs que l'industrie est là, elle est comment dire, fédérée. Et je pense que la création, il y a 1 an et demi, de la Confédération des acteurs du tourisme, la CAT, qui, vous savez, regroupe toutes les filières professionnelles, est un élément positif qui montre qu'on est présent et qu'on est tous massivement coordonnés. Super. Donc, voilà, le plus on travaille ensemble, le mieux on va rassurer les investisseurs et puis toute l'industrie. Merci beaucoup, Laurent. Bien entendu, il y a peut-être encore des questions à la fin s'il nous reste quelques minutes. Donc, on va rester j'espère que tu pourras rester avec nous jusqu'à la fin. Donc, j'enlève le spotlight et je passe la parole à Florent, et que j'espère qu'il va se connecter. Oui, Florent, on t'entend. Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques insights vus par Criteo sur les dernières tendances du travel en France, en Europe, si on a le temps, dans d'autres régions du monde. Vous savez sans doute que Criteo travaille beaucoup avec les comptes travel. On travaille avec des centaines d'acteurs, compagnies aériennes, chaînes hôtelières, online travel agencies et d'autres acteurs, car rentals, etc. Et pour travailler avec ces acteurs, Criteo a besoin d'avoir un accès à beaucoup de leurs données en temps réel, ce qui nous permet, en agrégeant ces données, en les anonymisant, de créer des insights qui sont assez parlants. Je vous laisserai en juger sur les tendances du travel. C'est d'ailleurs des insights qui ont été initiés par Daniele il y a quelques années déjà, quand Daniele travaillait pour Criteo. Voilà, je vais partager mon écran et je vous laisserai évidemment m'interrompre si vous avez des questions, si vous le souhaitez. On n'est pas très nombreux. Je partage mon écran tout de suite. Je crois, Daniele, que je ne peux pas partager mon écran. Je crois que tu vas devoir m'autoriser à le partager. Alors ça, je ne sais pas faire, mais on va voir comment on peut. Tu n'as pas de bouton partager l'écran en bas, un gros bouton vert share screen? Si, il fonctionne, mais j'ai Host Disabled Participant Screen Sharing. Et ben voilà, essaye ça. Yes, c'est bon. Super. Top. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. Parfait. Alors, bon, je vous laisserai m'interrompre encore une fois. Donc, on met à jour d'ailleurs ces données très fréquemment, puisque les acteurs du travel ont évidemment besoin de repères sur les tendances et maintenant le rebond qu'on commence à observer en travel, en particulier sur la partie hôtel. Évidemment, le secteur aérien est beaucoup plus touché. Ici, sur ces premiers chiffres, je vais vous montrer donc rapidement ce que l'on voit sur les recherches effectuées. Les recherches, research, c'est assez commode parce que ça nous permet de regarder l'avenir, vraiment d'avoir des forward-looking insights qui nous permettent de comprendre les attentes pour le mois d'août, par exemple, en France. Alors ici, en Europe, en bleu, vous avez les recherches qui sont faites pour des voyages cet été, entre le 1er juillet et le 31 août, qu'on appelait ici Summer Air Travel. Et on se rend compte que comparé à la période très creuse du 9 mars jusqu'au 5 avril, on a un quasi-doublement en France des recherches donc, effectuées pour des vols pour cet été. On se rend compte que sur la partie hôtel, c'est encore plus prononcé, quasi x4 par rapport à la même période en France, avec évidemment des disparités entre les pays européens. L'Allemagne montrant vraiment un rebond très très fort et donc beaucoup d'attentes pour cet été pour les Allemands. Et clairement, il y a un écart très prononcé entre l'aérien et l'hôtel.
suggérant que les voyageurs vont moins s'appuyer sur l'aérien que d'habitude. On a d'autres éléments de réponse d'ailleurs là-dessus, donc dans les slides plus tard. C'est des chiffres qu'on Florent, a- excuse-moi, Oui. juste pour clarifier, là on parle quand tu dis country, enfin pays, c'est bien le pays d'origine d'un client, c'est ça? Absolument. Là, c'est le pays d'origine. Donc, c'est vraiment D'accord. un indicateur marché en France pour des internautes donc situés en France, en tout cas en Parfait. IP française. On voit quasi voilà, x4 des recherches pour des réservations d'hôtels sur des dates du 1er juillet au 31 août. D'ailleurs, on voit aussi un très fort rebond plus tard dans l'année, avec des disparités entre les pays. La France ayant une particularité, c'est que les Français aiment bien voyager en août, et on va s'en rendre compte tout de suite. Donc maintenant, si on regarde les réservations par spécifiquement les search par check-in date, donc par date d'entrée, notamment dans les hôtels ou parfois dans des appartements, des campings. Enfin, c'est assez large hein, en termes de définition. Ici, on se rend compte que la France a une forte surreprésentation de recherches faites pour le mois d'août. Par rapport notamment à d'autres pays européens, mais aussi par rapport à ce qui se fait à la même période, un an avant. La part des recherches pour le mois de juillet et le mois d'août était pas du tout aussi élevée. C'est notamment lié à l'incertitude complète des dernières semaines qui ont empêché évidemment les Français de faire beaucoup de recherches, en tout cas sans garantie de pouvoir voyager. Donc là, voilà, on voit de cette manière-là, sous cet angle, un très fort regain, notamment pour juillet et août, qui est moins prononcé en Allemagne, même si l'Allemagne, on l'a vu, a beaucoup de recherches pour cet été, moins prononcé qu'en Italie. Par contre, en Espagne, on voit qu'il y a aussi une forte attractivité donc pour le mois d'août. Donc ça, c'est pour des recherches donc par mois cette année. La répartition des recherches par mois d'entrée dans les lieux pour le restant de l'année, tel que mis à jour fin mai sur les données s'arrêtant dimanche dernier. Donc ça a été mis à jour il y a 48 heures uniquement. Voilà, et donc ça c'est pour le UK. Voilà, quelques éléments de comparaison en Europe sont utiles pour se rendre compte que la France reste un marché un peu atypique et ici dans un sens qui est, je pense, assez positif. Maintenant, évidemment, on se rend compte que le trafic et les bookings en Europe sont évidemment très, très, très lourdement impactés comparé à à la même période un an plus tôt. On va regarder ça plus en détail. Le trafic étant proche des recherches, mais pas exactement. On se rend compte, cela dit, que sur la France, il y a un léger regain depuis 3 semaines, depuis début mai, avec le coup, on partait de très bas, mais un quasi-doublement du trafic pour l'aérien, et avec des réservations qui sont elles aussi en hausse, mais pas autant que le trafic. En fait, ce qu'on voit, c'est que les taux de conversion de l'aérien sont fortement impactés. Il y a un besoin sans doute plus fort qu'une capacité à réserver ces billets, évidemment. Donc c'est pour ça qu'ici, le ratio entre ce slide, par exemple, à 20, un index à 20 la semaine dernière, est à seulement 14 sur les réservations elles-mêmes, montrant bien que finalement, il y a une part encore importante des personnes qui font des recherches, qui visitent les sites des compagnies aériennes et qui finalement s'abstiennent encore de passer à l'action et de réserver. Et on voit la même chose aussi sur la partie hôtelière, sauf que la partie hôtelière est moins impactée. C'est un impact évidemment très fort, mais moins prononcé que sur l'aérien. Et avec un regain, encore une fois, assez fort depuis le début du mois de mai, la fin du confinement strict, avec évidemment toujours beaucoup d'incertitudes. Et avec des Excuse-moi, réservations. Florent, encore une fois, juste une clarification. La base 100, dans ce cas, Alors ici, sur ces slides year over year, la base 100 est du 1er au 28 janvier 2019. En fait, ici, on a regardé des dizaines d'acteurs de l'hôtellerie en France qui ont communiqué de façon très précise et fiable à Criteo leurs réservations en 2019 et en 2020. Et on compare les volumes de réservations effectuées par semaine à une période de référence qui est en janvier l'année dernière. Ce qui nous permet d'avoir une comparaison assez fiable de l'activité cette année par rapport à l'an dernier. Et notamment ici sur le chart, on voit que en gris, donc c'est 2019, la semaine dernière, enfin la semaine 22, il y a un an, on était à un index à 132, c'est-à-dire qu'il y avait 32% plus
de trafic ici sur la partie hôtel en France en comparaison à la moyenne de janvier. Et donc, ça veut dire qu'ici, on a une progression annuelle en points. On peut faire une soustraction entre 132 et 54 qui indique une progression de l'indice en points. Et notamment, si on compare à la période vraiment très creuse, depuis le début du confinement strict, mi-mars, on observe du coup une progression assez marquée qui continue semaine après semaine. Et on update ça du coup chaque semaine, en espérant voir ce rebond continuer et observer plus tard cette année un retour aux mêmes valeurs un an avant. Très bien, merci, c'est beaucoup plus clair. Alors évidemment, du coup, c'est des données qu'on peut partager, qui sont publiques. Si les personnes parmi vous qui veulent avoir plus de détails sur la méthodologie, on communique dans les annexes plus de détails sur comment ça fonctionne. Et chaque slide, en principe, doit mentionner la baseline de référence pour que vous puissiez vraiment mieux comprendre quelle comparaison on fait. D'accord. Voilà. Et par ailleurs, c'est des slides que tu pourras nous partager après le webinaire? Tout à fait, absolument. Merci beaucoup. On peut non seulement les partager après le webinaire, mais on peut même les partager une fois par semaine, puisqu'on s'engage à les mettre à jour chaque semaine. C'est vraiment un monitoring du rebond du travel, et pas uniquement en France, dans un grand nombre de pays. Voilà. D'accord. Dans ce cas, si après tu nous partages où trouver ces informations, je m'assurerai que tout le monde reçoit l'info. Top. Comme Ouais, ça, ils super. pourront les suivre. Voilà. Donc, il y avait une question de Sarah qui demande est-ce que les données représentent les recherches vers toutes les destinations ou voyages vers ces pays? Ouais, c'est la question que ces slides suscitent à chaque fois. Merci de la poser. Et elle est très légitime. Ce n'est pas forcément évident sur les slides. On a essayé de phraser ça correctement. Donc, sur les recherches qu'on vous a montrées ici et sur la comparaison year over year, on est vraiment sur des activités qui sont faites en France, sur des acteurs en France. Donc là, on est vraiment sur une population de voyageurs qui fait des recherches depuis la France. Ça n'indique rien sur la destination. Mais par contre, on a des slides après ça qui vont vous donner plus de détails sur les destinations. D'accord, ok. Donc là, on est sur une vision, quand tu dis France, c'est les voyageurs à partir de la France qui font des recherches en France. Je me permets d'intervenir, Daniélé. Bonjour, oui. Florent. Bonjour. La question qui était posée, c'était plutôt pour les tout premiers slides, en fait, où on voyait les volumes de recherche, voilà, avec les courbes en couleur. Voilà. Donc la question, c'était est-ce que c'était des gens qui cherchaient pour n'importe quelle destination ou uniquement dans leur propre pays, en fait? Voilà, donc ça, c'est vraiment population française. Donc là, on est vraiment sur des personnes situées dans chacun de ces pays-là, peu importe la destination qu'ils recherchent. Donc tous les chiffres de recherche et de comparaison year over year, c'est vraiment basé sur la localisation de la population qui fait ses recherches, qui fait ses visites sur les sites travel, et c'est totalement indépendant des destinations. Par exemple, ici en France, on voit 374, donc plus de 174 la semaine dernière comparé à la période du 9 mars au 5 avril. C'est vraiment, ça porte pour des voyages qui peuvent être domestiques en France, qui peuvent être au Japon ou au Cap-Vert. C'est totalement décorrélé de la destination, c'est uniquement sur là où se trouvent actuellement les voyageurs qui font ces recherches. Ok. Voilà, et ici aussi. Et enfin, là aussi, en year over year, on est uniquement sur des insights basés sur la localisation des voyageurs pendant qu'ils font leurs recherches et leurs réservations. Et on va regarder les destinations après. D'accord. Voilà. Et effectivement, c'est un enjeu sur le plan de la donnée qui est assez récurrent en travel. On doit ou bien se placer du point de vue des voyageurs, ou bien du point de vue des destinations. Et tout n'est pas malheureusement possible, mais on essaie de s'adapter à ça. Donc après, pour comparaison, on a également des tendances dans d'autres pays d'Europe. On les a aussi aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie. Je n'ai pas voulu les intégrer ici. Mais
Voilà, ça vous indique quelques indications fortes. Le Royaume-Uni était assez en retard sur la crise Covid. Et on se rend compte qu'il reste fortement impacté, en tout cas sur l'ensemble des comptes travel que nous avons au UK. Et, voilà, le pays reste très lourdement impacté. En Italie, on voit un rebond quand même marqué, lui aussi, à partir de la fin du confinement strict, début mai. Voilà, je vous laisserai prendre un peu plus de temps au besoin pour regarder ces chiffres, que du coup on va vous communiquer plus en détail, et j'ai fait comprendre que nous enregistrions la présentation. Et donc, pour ce qui est des bookings par destination, on y vient. Effectivement, les tendances sont un peu différentes, parce qu'on a des fortes contraintes de voyage, à l'évidence. Et du coup, les tendances pour la partie destination sont un peu différentes. Au global, si on regarde les principaux pays observés par Criteo en termes de destination, à première vue, c'est calme plat, malheureusement, depuis début avril, avec vraiment une activité du secteur aérien qui a été foudroyée. Il y a eu quelques éléments voilà, très, très marquants, notamment suite par exemple aux annonces de Donald Trump que les vols vers l'Europe allaient être arrêtés. On a observé un pic de réservation très élevé quand Hong Kong a permis à ses ressortissants étrangers de revenir à Hong Kong. Là aussi, on a eu des pics très élevés pour Hong Kong. Mais depuis vraiment mi-avril, il y a eu très très peu de variations. Là, on est sur des vols internationaux qui mélangent tout type de voyages, long courrier, moyen courrier, etc., mais des vols non domestiques. Et on se rend compte, si on fait un focus sur l'Europe, que, par exemple, l'Espagne, vers Pâle, le petit rebond qu'on voit ces derniers jours en Espagne, ont manifestement suivi les annonces faites en Espagne que le tourisme ne serait pas totalement, comment dirais-je, que les voyages et destinations de l'Espagne ne seraient pas proscrits pour cet été. Oui. Et on a Alors, observé excuse-moi, Florent, mais du coup, là, on est sur des destinations, c'est ça? Oui, exactement. Là, on est Ok. sur. Et là, on regarde tous les acteurs du tourisme dans le monde. On regarde des acteurs qui peuvent être en Asie, qui peuvent être aux États-Unis. On ne fait pas de distinction du point de départ. On regarde le point d'arrivée. D'accord. Donc là, on voit que de l'ensemble du monde, en fait, on voit reprendre un petit peu les réservations vers Exactement. l'Espagne. Exactement. D'accord. Alors, sachant que, et on va le voir après, les vols courts courriers reprennent d'abord, et donc on peut supposer que ce petit regain en Espagne provient en particulier d'autres pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Voilà. C'est d'ailleurs des choses qu'on peut approfondir dans les semaines qui viennent. D'accord. Mais si je ne me trompe pas, il y a une petite ligne bleue un peu pâle qui est la France qui commence Exactement. à monter. Ouais. Oui, merci, effectivement. Et c'est assez encourageant. Alors, ça reste très faible, mais si on reste sur la même tendance haussière que observée depuis 10 jours et qu'on prolonge les points au cours du mois de juin, on peut supposer que fin juin, le secteur de l'aérien à destination de la France n'aura pas repris des couleurs, mais sera moins terne. On devrait notamment, enfin, si on regarde vraiment la tendance sur les 10 derniers jours, on peut supposer quand même un triplement des réservations à destination de la France dans les semaines qui viennent. Super. Évidemment, ça reste très largement en dessous de ce qui voilà, des mêmes périodes en 2019. Mais au moins, voilà, la tendance est à la hausse. Donc, il y a deux questions, Florent. Désolé parce que je sais que tout le monde adore les données, donc c'est super intéressant, mais du coup, ça crée plein de questions. La première question, c'est est-ce que tu aurais le trafic au départ, en tout cas sur les États-Unis en tant que pays source, pour voir si ça bouge, comme les graphiques que tu avais au début de la présentation. Ouais. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'acteurs sur Paris qui reçoivent des clients américains. Et donc, ils sont intéressés par savoir s'il y a un petit rebond aux US. Alors, on a les données. Malheureusement, c'est vraiment très plat à destination des US, notamment du fait des restrictions sur l'aérien. En fait, on va publier un dashboard interactif j'espère, la semaine prochaine, qui va permettre de faire une distinction entre vols domestiques, vols internationaux,
vol à départ, à destination de ou au départ de, et là on pourra choisir D'accord. un grand nombre de pays. Très bien. Donc on attend une semaine et on pourra après normalement, naviguer dans les données. Exactement, on devrait pouvoir le publier fin de semaine prochaine. Et puis l'autre question, pardon, juste pour terminer sur cette slide sur laquelle on est actuellement, est-ce que tu n'auras pas un zoom sur les dernières semaines pour qu'on puisse voir un peu mieux les évolutions sur les dernières semaines? Alors, le dashboard permettra de zoomer sur la donnée quotidienne. Là, Okay. le dernier point indiqué, c'est dimanche dernier. C'est quand même assez récent. Et effectivement, compte tenu effectivement, c'est un bon point. En fait, notre dashboard permet de sélectionner la date de début et la date de fin qui est affichée. Et donc là, mécaniquement, si on affiche, par exemple, à partir de mi-avril jusqu'à fin juin, eh bien, on fera un zoom. Il y aura un zoom qui va se faire naturellement sur la partie beaucoup plus plate des dernières semaines afin de mieux traquer effectivement les rebonds. Il y a quelque chose qui est assez puissant dans ces chiffres, c'est qu'ils sont très liés à l'actualité et aux annonces qui sont passées. Et du coup, on observe finalement les voyageurs réagissent de façon très, très réactive aux annonces gouvernementales. Et par exemple, en fin de confinement, on a vu des variations très, très fortes. Et donc, on espère qu'au gré des annonces qui sont faites on espère de l'assouplissement des contraintes actuelles, on espère voir à chaque fois un impact significatif sur les réservations du secteur aérien et aussi du secteur de l'hôtellerie. D'accord, très bien. Je regarde juste l'heure parce que je sais que c'est super intéressant. On aimerait bien rester longtemps à regarder tout ça, mais il nous reste 5 minutes. Voilà. Je pense qu'il y aura peut-être encore des questions. Ok, donc vas-y, je te laisse terminer sur la slide qui te reste, puis on verra si on peut passer à la question. Alors là, c'était un dernier commentaire pour répondre à une des questions du coup, sur le fait qu'on voit rebondir en premier lieu en ce moment en France les réservations donc, vers la France en court courrier. Donc ça veut dire que là, les premières, la partie qui a la plus forte hausse en rouge, c'est des voyages court courrier qui du coup ne peuvent pas venir des États-Unis, mais qui viennent vraisemblablement de pays européens limitrophes, en Allemagne, UK, en Italie. Voilà. D'accord, donc la partie locale en fait est celle qui probablement redémarre la plus rapidement. Exactement. D'accord, très bien. Bah, super, voilà. Florent, merci. Je vois que vous naviguez dans la data, donc on a hâte après de plonger également. Si vous mettez un dashboard à disposition, je pense que ce sera très apprécié par tout le monde. Top, on est dessus, c'est quasi prêt. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je laisse les gens se démuter si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions brûlantes. Bon, évidemment, je pense que si on aura accès au dashboard, après, il y aura les gens auront l'occasion de creuser un peu plus dans les données. Daniele, excuse-moi, j'interromps. J'avais une question pour Florent. Sur le dernier slide, on voit une hausse subite du medium haul juste après les premiers décès aux États-Unis. À quoi est-ce que ça peut être dû? Alors, aux États-Unis, on a vu une augmentation des vols domestiques. Alors, nous, là-dessus, on a des suppositions et des éléments comme ça auxquels seuls des vrais surveys pour nous permettre d'avoir des réponses probantes. Mais les premières hypothèses là-dessus, et on l'a observé aussi un peu en Europe, c'est que des étudiants, des personnes en voyage, des personnes qui n'étaient pas chez eux ou là où elles souhaiteraient rester pour une période de confinement, se sont entre guillemets rapatriés à l'échelle nationale. Et donc, il y a eu pas mal de personnes qui ont réservé des billets simples en fait pour aller se mettre au vert ou auprès de leurs parents, etc. Voilà, c'est une interprétation. Merci.
Très bien. Alors, on en voulait terminer avec quelques minutes pour poser quelques questions à l'ensemble des participants. Je vais laisser la parole à Eleonore. Merci et un grand merci encore à Laurent et Florence. Et les deux présentations, c'était très, très intéressant. Donc, ouais, vraiment merci. Je vais faire un petit wrap-up si je mélange les langues encore, juste pour vous inviter encore de nous contacter dans le chat maintenant ou plus tard par message. Si vous avez les thèmes, les topics que vous voulez qu'on discute dans les prochaines Travel Massive, nous sommes super heureux maintenant d'avoir la chance d'avoir cette nouvelle grande équipe avec beaucoup de chances de faire les nouveaux événements cet été. Et si je me permets, je vais faire un petit poll du façon sondage, du façon Zoom. Il y a un petit bouton réaction dans le sud de l'écran. Et maintenant, on pense si c'est le bon moment de recommencer des réunions en personne. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite de faire un petit thumbs up en personne. Je mets en vue speaker. Bon, bah, merci. Je vois quelques positives réactions. Merci. Super. Oui, n'hésite pas de partager des idées avec nous et à la prochaine. Je passe le mic back to Daniele. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour rappel, voilà, alors là ici, n'hésitez pas à rentrer en contact avec l'équipe. Très facile, paris@travelmassive.com pour toute idée, suggestion, question. On essaie de relancer les initiatives sur Paris, donc toute idée est la bienvenue. Si vous souhaitez organiser un événement, soit dès qu'on le pourra dans vos locaux, si vous souhaitez sponsoriser un événement sur un sujet particulier ou avec des intervenants de votre organisation, si vous voulez présenter à l'ensemble de la communauté aussi, c'est également très apprécié. Et voilà. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à tous les meet-up et aux présentations en live, en remote, qui sont en train de se passer en ce moment sur la plateforme Travel Massive, un peu grâce à la crise pour une fois, mais du coup, on a l'opportunité de participer aux événements à Berlin, à Sydney, à New York, alors que de façon normale, c'est pas facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on attend de vos retours pour nous aider à organiser ce qui vous intéresse le plus. Voilà, encore une fois, merci à toute l'équipe et paris@travelmassive.com pour toute communication avec nous. Merci Daniel. Merci. Merci à tous. Merci Laurent et merci Merci. Florent pour votre temps.